Non, j'ai ouvert le micro. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à réagir via le chat si vous avez des problèmes de son. Bonjour Samuel. Bon, il est 11 h. On va pouvoir commencer, je pense. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous donc, pour ce webinaire dédié à AMP. Je vais me présenter. Donc, moi, je suis Nicolas Zurini. Je suis architecte et consultant mobile pour la mobilerie. Je m'occupe de problématiques qui sont liées à la production technologique, mais aussi au conseil technologique. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. Et donc nous allons pouvoir parler d'AMP. Alors au sommaire de ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de rapidement revenir sur la mobilerie en quelques slides, que vous situiez un peu quel est notre métier. Et ensuite, on va entrer dans le vif du sujet avec tout d'abord revenir sur AMP, les Accelerated Mobile Pages. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait et pourquoi on a inventé AMP. Ensuite, une partie dans laquelle on fera un premier bilan de cette technologie. Et puis, on ouvrira vers ce qui arrivera par la suite. Et une dernière partie avec vos questions. Donc, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, je vous invite à les garder et puis on y répondra en fin de ce webinaire. Alors, la mobilerie, qui nous sommes? Alors, la mobilerie, c'est une agence digitale qui est centrée sur le mobile first et sur l'utilisateur, donc user-centric. On a plusieurs expertises. On a des expertises de stratégie et de conseil à travers notre direction de conseil. Une expertise d'expérience utilisateur du X et une expertise d'expérience utilisateur du X et de UI design. Et enfin, on a une expertise technologique, que ce soit sur les technologies web ou les technologies natives, hybrides. Alors, vous pouvez voir sur cette slide rapidement quelques-unes de nos références et clients. Alors, on ne va pas revenir sur l'intégralité parce que ce n'est pas l'objet ici, mais globalement, on va adresser de la start-up et on va adresser des grands comptes. Alors, ça peut être Eurotunnel, ça peut être, je sais pas moi, Ikea, Onet, La Redoute. Il suffit de lire sur la slide. On est une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui. On est répartis sur 3 sites en France, à Lille, à Paris et à Tours. Et ça va faire maintenant 10 ans que la mobilerie existe et sert ses différents clients. Alors, AMP, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? On va pas rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour bien comprendre ce qu'est AMP, on va revenir un peu en arrière et on va considérer l'Internet mobile avant AMP. Alors, comment ça se passait? Globalement, je pense que vous avez tous connu cet effet de consulter un site web ou du contenu Internet sur votre mobile et vous êtes rendu compte que vous étiez sollicité de toutes parts, que ce soit par des pop-up, par exemple pour vous demander d'évaluer la dernière application du Figaro, pour vous demander d'installer l'application du Figaro, pour vous demander de bien vouloir accepter d'être géolocalisé alors que vous allez juste consulter un article de presse. Voilà ce genre d'infos qui va venir être matraqué sur votre écran. Et puis, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions ennuyantes, on va vous présenter, comme sur l'image de droite ici, le contenu, mais cette fois-ci amputé au niveau visuel, puisque on va encore vous proposer un bandeau pour vous proposer d'installer l'application sur votre iPhone, mais on va aussi réserver un espace à un bandeau qui est un bandeau légal, dans lequel on va expliquer à l'utilisateur qu'on va potentiellement utiliser ces cookies, et donc que s'il reste sur le site, il accepte cette pratique. Donc ça, c'est un exemple avec le site du Figaro. Mais on a également la même chose chez le Parisien, où on voit bien que quand on arrive sur ce site, finalement, l'affichage qui est utile à vous, l'article que vous voulez consulter, il est là, il est en bas. Donc c'est très petit.
Et même encore une fois qu'on a fermé toutes ces choses-là, on voit bien que au niveau du contenu utile, on n'est pas en pleine page, on ne centre pas le contenu, et donc on a une expérience qui est relativement déceptive, et on a un peu la même réaction qu'Alice, on est un peu fatigué de ce web mobile-là. Alors comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à consommer du web mobile de cette manière? Alors pour la plupart des sites, on s'est dit qu'on allait prendre un site web desktop existant, comme par exemple ici à gauche le site du Parisien sur desktop. On voit bien qu'on a le même bandeau bleu très large et très imposant qui nous demande de bien vouloir accepter d'utiliser nos cookies. Et puis on a comme cible à droite cet iPhone et on s'est dit comment faire entrer ce site dans ce format. Et là en fait on a introduit quelque chose qui a, on va dire, révolutionné un peu le web design depuis quelques années, c'est la notion de responsive design. On s'est dit, on a trouvé une recette miraculeuse qui va nous permettre de rentrer ce contenu dans ce contenant. Et donc, c'est tout simplement qu'on arrive à ce résultat-là, le résultat que vous avez pu voir sur les slides précédentes, un site qui n'est pas finalement adapté vraiment au contenant, on a juste appliqué des principes, mais ces principes aujourd'hui ne suffisent plus. La question qu'on a en droit de se poser, c'est de savoir est-ce qu'on n'aurait pas oublié de penser au mobile dans cette adaptation pour le mobile. Et si on regarde un peu plus loin en arrière, c'est-à-dire bien avant AMP, bien avant le web que l'on consomme aujourd'hui et nos terminaux, on se souvient d'une époque finalement où on était capable de s'adapter au mobile, c'est-à-dire au mobile, au device et aux contraintes technologiques de l'époque. Alors si on prend le WAP ça remonte, c'est 99 en France et iMode 99 au Japon, mais 2002 seulement en France. On voit bien sur ces écrans qui sont assez représentatifs du contenu qu'on avait à disposition sur ces terminaux-là à l'époque, qu'on adaptait le contenu et la mise en forme du contenu aux contraintes des terminaux, aux contraintes technologiques. On se rend bien compte que sur ces téléphones-là, on n'a pas une grosse résolution d'image. À l'époque, on avait du GPRS, donc c'est encore en dessous de l'Edge aujourd'hui, donc bien en dessous de la 3G et de la 4G. Néanmoins, on arrivait quand même à afficher du contenu, et ce contenu, il était adapté au support. Alors vous allez me dire, c'est bien joli tout ça. On a bien vu que avant AMP, on était dans une situation un peu compliquée, que par le passé, on avait certaines recettes pour que ça soit couronné de succès, mais la recette du responsive design aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. Alors comment on fait? Alors on va prendre deux exemples. On va prendre un exemple sans AMP et un exemple avec AMP. Pour cet exemple, on va prendre une page qui est issue d'un site de médias traditionnel dans lequel on va vous présenter un contenu éditorial avec un article, une image, etc. Donc on voit bien que dans un layout, on va dire, typique de ce genre de site, on va avoir une partie header qui va comprendre un logo. On va peut-être même avoir ce qu'on appelle une responsive hero image, donc c'est l'image qui va mettre en avant votre article. On va avoir un titre, peut-être même des publicités, ensuite un contenu d'article avec des images à l'intérieur, encore des publicités, parce qu'il faut bien monnayer tout ça, et puis éventuellement des composants pour animer la page du type carousel. Ensuite, on va avoir un footer avec une navigation. Si on prend la même chose avec AMP, on va vraiment se focaliser sur ce qui va faire le contenu de votre page, et donc on va élaguer quelque peu ce qu'on va utiliser dans cette page pour restituer le contenu. On va bien entendu garder toute la partie header et logo. On va reprendre l'image qui va permettre de mettre en avant votre contenu, et puis tout ce qui est gros titres, articles avec les images, etc., on va le garder. Un petit peu de pub, parce que voilà, il n'y a pas de raison que l'article ne soit pas monnayé, et puis on va pouvoir continuer comme ça avec un peu de contenu et un footer. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, du coup, entre les deux versions, j'ai quand même perdu de la publicité, j'ai perdu des carousels, etc. Effectivement, c'est un parti pris de mettre en avant le contenu plutôt que la façon dont on va monétiser l'article, mais globalement, ça va permettre d'accéder plus rapidement au contenu pour les utilisateurs, donc quelque part, on va favoriser la récurrence d'usage de votre site. Une autre mécanique importante qui est mise en place avec AMP,
C'est que aujourd'hui, quand vous chargez la page sans AMP, que vous ayez des images de carrousel en bas de votre page ou une image qui est tout en haut, en fait, la page elle ne va pas prioriser quelles sont les images qu'elle va charger en priorité. C'est-à-dire qu'on peut très bien, d'un point de vue perception, avoir l'impression que la page est lente en affichage parce qu'on va d'abord charger les images du carrousel avant de charger l'image qui est visible directement sur votre écran. Alors, si on fait un peu l'exercice, voilà. Dans le carré rouge, par exemple, vous pouvez très bien imaginer que vous avez la zone qui est visible au chargement. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi on irait charger les images qui sont là et qui ne sont pas visibles en priorité, alors que la zone qui est visible au chargement, c'est celle-là. C'est ce que propose AMP. AMP va prioriser un système de priorisation de chargement des données qui va permettre justement d'améliorer la perception de la vitesse de chargement des pages. Ensuite, il y a 10 préceptes qu'AMP met en œuvre pour pouvoir eh bien, être dans la bonne configuration et avoir une page certifiée AMP. Alors, je ne vais pas revenir sur l'intégralité des préceptes, mais globalement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on va limiter tout ce qui peut entraîner un dérèglement du chargement de la page. C'est-à-dire, par exemple, votre page a besoin d'un carrousel pour fonctionner. Ce carrousel se charge de manière synchrone, c'est-à-dire que tous les éléments qui doivent se charger après ce carrousel ne peuvent être chargés qu'une fois que votre carrousel est chargé complètement. Ce type de comportement, on va le bannir avec AMP. On va préférer n'utiliser que des scripts, ce qu'on appelle des scripts asynchrones. On va limiter par exemple la taille des polices qu'on va employer. C'est pas la peine de faire télécharger 10 mégas de police d'écriture à quelqu'un qui consomme juste un article sur votre site. Ce qui va se passer, c'est que sinon ça va avoir un effet déceptif sur votre utilisateur qui lui en fait supportera pas d'attendre tout ce temps pour charger juste une police d'écriture. Lui il est juste venu pour voir du contenu. Ensuite, on va revenir globalement. Alors, si je regarde rapidement, voilà, en fait, globalement, on va améliorer le style, la mise en style de la page pour éviter d'avoir trop des éléments de CSS à charger de manière externe pour favoriser un chargement immédiat de la page. Donc, ces 10 préceptes, AMP les propose et vous pouvez les retrouver sur le site officiel d'AMP. D'ailleurs, il y a des exemples pour chacun d'entre eux pour vous aider à les mettre en œuvre. Et globalement, comment ça se passe? Ça se passe par un nouveau formalisme d'HTML et de JavaScript. Alors, ceux qui sont détracteurs de la technologie appellent ça AMP HTML et AMP JS, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Alors, pour quel résultat? Lorsque vous avez créé votre page AMP et qu'elle a été référencée par Google, Google fait les choses bien pour AMP, vu que c'est une technologie que Google propose et pousse. Vous allez avoir en fait un référencement particulier de vos pages AMP, puisque ces pages vont apparaître en premier lieu dans les résultats de recherche. Si aujourd'hui vous prenez Google et vous cherchez Le Parisien, avant même que le site mobile du Parisien n'apparaisse, vous allez forcément tomber sur un carrousel avec une petite icône sur chacun des articles qui va vous dire que la page est compatible AMP. Et vous allez pouvoir passer comme ça d'un contenu à un autre à travers ce carrousel. Quand vous cliquez sur l'un de ces articles, vous avez un carrousel grandeur nature qui apparaît, et là vous pouvez toujours passer d'un article à un autre de manière très facile. On voit que la mise en page a été complètement revue. C'est fini les bandeaux qui vous demandent si vous voulez utiliser des cookies, c'est fini les bandeaux qui vous demandent si vous voulez télécharger l'application. Toutes ces informations-là, on les a fait disparaître pour favoriser l'affichage du contenu et favoriser l'expérience utilisateur afin de créer de la récurrence d'usage tout simplement. Alors, quels efforts ça représente aujourd'hui de mettre en œuvre AMP pour un site web qui serait existant ou un site web que vous auriez envie de créer aujourd'hui? Alors tout d'abord, la première chose, c'est d'adopter et de mettre en place les 10 préceptes d'AMP. Ces règles sont définies, ces règles, il faut les respecter. C'est ce qui va permettre en fait à votre page de se comporter comme il faut dans tous les navigateurs compatibles AMP, c'est-à-dire tous les navigateurs récents.
y compris ceux sur mobile, c'est l'intérêt principal. Ensuite, on va pouvoir proposer une version AMP de vos contenus web, en plus de la page qui a été formatée de manière classique pour desktop ou tablette. Alors là, c'est peut-être une phrase un peu compliquée, mais vous allez comprendre très vite. Ce que j'explique par là, c'est qu'aujourd'hui, vous pourriez très bien avoir un site web avec forcément des pages AMP existantes, des pages classiques existantes. Par exemple, vous avez un catalogue de produits et vous avez des pages produits. Vous pourriez très bien décider de, plutôt que de convertir l'intégralité de votre site en AMP, ce qui n'est même pas conseillé, de traduire uniquement les pages de vos produits ou les pages qui vont indiquer des informations essentielles pour un moteur de recherche, par exemple les horaires d'ouverture de vos magasins, la localité de votre magasin, ce genre d'informations qui peut être référencée et qui a un intérêt, uniquement les proposer dans une page AMP, donc qui est une version, on va dire, alternative d'une page classique existante. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est que vous allez référencer les bonnes informations au sein de Google, et le deuxième, c'est que vous pouvez monter de manière progressive sur la technologie AMP sur un site web qui existerait déjà. Donc ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'en termes d'investissement, on peut y aller de manière progressive. Ensuite, en termes d'effort, donc il y a un validateur de page AMP qui a été fait par Google pour tout simplement vous indiquer quels sont les points qui ne seraient pas encore compatibles avec AMP dans la page que vous avez écrite. Globalement, ça s'appuie sur les préceptes d'AMP, donc si vous avez bien lu le manuel, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Néanmoins, le validateur est assez bien fait et vous indique avec précision s'il y a vraiment un problème dans votre page et vous indique précisément où est-ce que c'est. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème avec ces outils-là. Et ensuite, c'est juste une histoire de référencement naturel qui est réalisé par Google, donc qui va, les petits robots de Google qui vont aller indexer votre page et qui vont regarder si vous avez des balises AMP, donc il y a une en-tête particulière, je vous laisse découvrir ça, en tout cas pour les plus techniques d'entre vous, sur la page AMP officielle. Et puis en fait, après c'est tout, c'est-à-dire qu'une recherche va avoir plusieurs résultats, et si l'un de vos résultats figure en tout cas est compatible à AMP, normalement il apparaît en priorité sur le référencement de Google. Alors voilà pour ce qui était de cette partie présentation et rappel, peut-être pour certains, de ce qu'est AMP et pourquoi on a eu besoin d'AMP sur Internet mobile. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu par rapport au délai d'existence d'AMP, ce que ça a pu apporter à certains, et puis les interrogations que ça pose peut-être encore. Alors, en 2017, si on regarde avec un scope relativement focalisé sur la France, on constate, alors c'est des statistiques officielles, c'est paru en février ou en mars de cette année, sur les 50 plus gros sites médias français. Donc on a vu qu'il y avait Le Parisien, Le Figaro, Libération, Le Monde, etc. Sur 50 de ces plus gros sites, plus de la moitié sont passés à AMP à date de mars 2017. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, il doit y avoir encore un peu plus d'eux qui ont utilisé cette technologie. Donc on voit bien qu'il y a un engouement quand même. Je pense que chacun a pu réfléchir aux différentes problématiques que l'introduction d'AMP pouvait signifier pour leur site. Et en tout cas, près de la moitié d'entre eux, voire plus maintenant, ont fait ce pari de passer à AMP, en tout cas de proposer des pages AMP de leurs articles pour leurs utilisateurs et lecteurs. Alors vous me dites, ouais, mais bon, sur 50, s'il n'y a que la moitié qui l'ont fait, ça veut dire qu'il y en a peut-être la moitié qui ne sont pas convaincus. Et effectivement, il y en a certains qui ne sont pas convaincus, même très réticents, pour certains acteurs. Alors pourquoi ça? En fait, AMP, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ça introduisait un nouveau formalisme du HTML, l'AMP HTML du même titre, qui est un AMP JavaScript. Et donc finalement, ce qu'on va faire, c'est on va toucher un peu à cette neutralité d'Internet, à la neutralité du langage HTML et la neutralité du langage JavaScript. Et on va venir finalement écrire du code spécifique pour, quelque part, les navigateurs et aussi le moteur de recherche qu'est Google. Et d'un point de vue, de ce point de vue-là, en tout cas de point de vue éthique, ça peut poser des problèmes à des personnes
on respecte hein, cette problématique. Maintenant, AMP propose suffisamment de composants différents pour pouvoir proposer des pages AMP, on va dire, suffisamment proches d'un rendu qu'on aurait pu estimer avoir avec du HTML classique. Donc la question peut se poser sur le fait de briser cette neutralité du langage web. Néanmoins, le résultat est là et on a quand même un affichage qui est extrêmement rapide sur le mobile. Et donc, c'est pas négligeable. Je pense qu'il faut prendre en compte les points positifs et les points négatifs. Ensuite, parmi les réticents, un autre point qui a été levé, c'est l'utilisation du cache et la proposition d'une URL Google pour ces contenus AMP. Globalement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque vous allez créer votre page AMP et que cette page elle va être indexée par les moteurs de Google, cette page va être restituée dans les résultats de recherche au travers du cache de Google. C'est-à-dire que, effectivement, c'est votre contenu qui arrive en priorité dans la recherche, vous allez cliquer. Et là, le lien qui apparaît, ce n'est pas votre domaine.monarticle.html, donc qui provient de mon domaine et de mon site. Non, ça va être une URL qui va provenir du cache de Google. Donc ça pose des problèmes à certaines personnes, d'autant plus que on sait que les organismes de type médiamétrie, donc tout ce qui va être tracking d'analytics, etc., ont un peu de mal à gérer un trafic sortant d'un site qui ensuite va rentrer dans un autre site, en tout cas avec des domaines radicalement différents. Donc ça peut poser problème. Alors c'est un point qui est en train de se résoudre, hein, puisque en fonction de la façon dont vous implémentez AMP, vous allez pouvoir utiliser un cache qui va dépendre de votre domaine et de votre URL. On verra sur le cas, sur la slide suivante, qui utilise cette façon de procéder. Alors, je vais passer sur la slide suivante. Voilà. Maintenant, si on regarde un peu plus large que le scope français, on va regarder un peu à l'international. Et là, il y a un gros acteur, je pense que vous connaissez tous, qui utilise AMP pour ses produits, c'est eBay. eBay qui a décidé d'adopter AMP depuis fin 2016. eBay, c'est 8 millions de produits qui sont référencés. Donc c'est quand même un gros joueur dans la catégorie. Qui fait une utilisation quasi exclusive des composants AMP. C'est-à-dire qu'en termes de navigation, on va peut-être encore avoir quelques scripts qui ne seront pas dépendants de composants AMP au sens standard, c'est-à-dire que ce ne sera pas de la MPJS, ce sera encore peut-être un peu de jQuery ou quelque chose comme ça pour animer les pages. Mais globalement, sur la totalité des pages, on est quasi exclusif sur les composants AMP, HTML et JavaScript. Ils ont mis en place la simplification des URL compatibles avec les pages AMP. Alors, ce que je vous expliquais sur la slide précédente à propos de l'utilisation des URL et du cache Google, c'est là qu'on revient dessus. eBay, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont réussi donc, à mettre en place un cache à travers Google, mais qui est accessible à partir de leurs URL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site web mobile eBay, que vous faites une recherche dans eBay, que vous, par exemple, je sais pas, vous cherchez un iPhone 10, vous allez avoir une URL dans votre navigateur qui va vous dire, voilà, ça c'est l'URL pour accéder à mon produit sur Internet mobile. Si de manière intelligente, vous allez placer un AMP, enfin un /AMP dans cette URL, vous allez accéder automatiquement à la version AMP de cette page produit. Ce qui fait qu'en fait, on a une sorte de réversibilité, si vous voulez, entre d'un côté les pages classiques et les pages AMP. Et ça permet donc, si vous voulez, de ne pas quitter ces notions de tracking d'utilisateur et donc d'avoir des analytiques beaucoup plus précises. Alors, ce qu'ils font également, c'est qu'ils utilisent le composant d'analytics dédié d'AMP, qui est AMP Analytics, qui pour l'heure actuelle leur suffit, mais ne propose évidemment pas les mêmes fonctionnalités
un tracker payant, tout simplement, qui pourrait être proposé par un nouveau prestataire. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a cette question d'AMP Analytics. Est-ce que c'est suffisant pour votre utilisation? Est-ce que ce composant va évoluer pour proposer des choses qui peut-être n'existent pas encore, mais existent dans la solution que vous utilisez actuellement? Ça, il faudra voir avec le temps. Pour l'instant, on sait que les composants AMP continuent d'évoluer, on sait que le catalogue de composants AMP continue de grossir. Seul le temps pourra le dire. Alors 2017, c'est l'heure du bilan aussi pour Google. Voilà, Google a introduit en 2015 AMP, ça fait quasiment un peu plus de 2 ans qu'AMP existe. Et Google a commandé une étude auprès d'un organisme indépendant, donc le Forrester, pour savoir ce qu'il en était de l'adoption d'AMP et en tout cas de ce que ça pouvait apporter de positif à ceux qui le mettaient en œuvre. Donc on voit que actuellement il y a environ un peu plus de 4 milliards de pages AMP qui ont été publiées. Donc ça signifie quand même qu'il y a un engouement autour de cette technologie-là. Ça représente 25 millions de domaines qui créent des pages AMP. Donc le domaine, ça a un rapport avec le cache Google, forcément. On voit qu'il y a 2 fois plus de temps qui est passé sur une page AMP sur mobile plutôt que sur un site, en tout cas sur la version mobile d'un site. Donc c'est plutôt intéressant en termes de récurrence d'utilisation et de lecture. Et enfin, pour les sites qui auraient adopté AMP afin de vendre, on voit qu'on a un taux de transformation qui est 20% supérieur grâce à AMP par rapport à des pages classiques pour le web mobile. Donc on voit que derrière tout ça, il y a un engouement quand même sur le sol français, il y a un engouement à l'international, même chez les gros, dont eBay. Globalement, les statistiques sont assez éloquentes, je trouve. On a de plus en plus de pages publiées, on a plus de temps qui est passé sur une page AMP plutôt que sur une page classique, et en plus, on a une amélioration du taux de transformation. Donc pour les marchands, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, en tout cas actuellement. Donc voilà pour ce qui est du premier bilan sur AMP. Maintenant, qu'est-ce qui va venir par la suite? Alors AMP, on a vu qu'il y avait un engouement de plein d'acteurs. Du coup, ça a aussi donné des idées à d'autres gros technologiques, en tout cas de grosses entreprises technologiques d'Internet, telles que Facebook et Apple par exemple, qui ont également décidé de sortir un format à peu près équivalent à AMP. Alors je ne suis pas allé regarder dans les détails, mais globalement, la philosophie est la même, donc on imagine qu'au niveau des préceptes, il n'y a pas de raison que ça soit radicalement différent. Donc on a Facebook qui a sorti Instant Articles et on a Apple qui a sorti News Format. Alors déjà dans la dénomination, on voit bien qu'entre Accelerated Mobile Pages, on parle de pages et de l'autre côté, on va parler d'un format d'article et d'un format de news. On est peut-être moins ouvert finalement sur le fait d'avoir des fiches de magasin, des fiches de produits et ce genre de choses. Donc peut-être que, en tout cas pour l'instant, Facebook et Apple sur ce secteur-là sont mal positionnés, en tout cas rien que dans la dénomination. Il faudrait voir par la suite si ces formats vont permettre d'étendre finalement le contenu qu'on va afficher grâce à ces standards. Google, lui, continue de toute façon de proposer AMP et ça reste aujourd'hui la solution, on va dire, d'Internet mobile la plus répandue dans ce genre de technologie. Facebook, au travers de son application et au travers de son site web mobile, continue de proposer l'Instant Articles, mais il reste compatible avec les autres formats. Donc aujourd'hui, il ne fait vraiment pas d'ombre à AMP. Ils ne souhaitent pas leur mettre de bâton dans les roues, je pense qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à ça. Donc voilà, donc on voit que non seulement il y a de l'intérêt auprès des utilisateurs et des clients, mais il y a aussi de l'intérêt d'après les autres ponts technologiques de ce monde. Et ensuite, un autre point intéressant pour la suite, c'est d'enrichir encore un peu plus les expériences utilisateurs en couplant donc AMP, la technologie dont on vous a parlé depuis maintenant une trentaine de minutes, et puis les Progressive Web Apps. Alors les Progressive Web Apps, il faudrait faire vraiment une session dédiée là-dessus pour
pour comprendre de quoi ça retourne. D'ailleurs, je vous invite à regarder peut-être, si vous avez l'occasion, la conférence qui a été faite par l'un de mes confrères, Nicolas Lecomte, aux App Days, justement hier, qui parlait donc d'un retour d'expérience par rapport aux Progressive Web Apps et à leur introduction chez l'un de nos clients, donc, qui est le groupe Eurotunnel. Mais globalement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'association d'AMP et des Progressive Web Apps va permettre d'aller au-delà de la simple consultation de contenu telle que le propose AMP, mais comme dans le cas d'eBay par exemple, de se dire, bah voilà, moi j'ai un site web marchand, ce que je veux c'est utiliser la technologie AMP, mais ça n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? On va introduire les Progressive Web Apps afin de gérer par exemple tout ce qui va être problématique de panier, problématique de checkout, de paiement, grâce aux Progressive Web Apps. Donc on va pouvoir encore étendre un peu plus le scope des technologies web mobile pour enrichir l'expérience des utilisateurs, cette fois-ci uniquement sur mobile en pensant mobile first. Alors la réponse, est-ce qu'il faut se lancer dans AMP? On avait déjà eu l'occasion d'en parler à nos clients en 2016 et on était déjà très positif sur la question. C'était déjà une technologie qui était mature, même si on a vu que, au fur et à mesure, AMP a continué d'alimenter sa technologie en composants. Aujourd'hui, en 2017, il y a vraiment plus de doute. AMP, ça serait dommage de ne pas l'utiliser compte tenu de l'effort que ça peut demander pour vos sites web. Et puis on a vu, maintenant c'est une technologie qui a un peu plus de 2 ans, donc il y a des retours d'expérience des uns et des autres, des points positifs, des points négatifs, donc ça donne aussi plus de matière pour essayer de comprendre votre besoin et puis savoir si finalement la technologie AMP est bien adaptée dans le cas de figure qui est le vôtre. Et puis on a vu également que AMP aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut implémenter de manière progressive sur votre site web. Donc ça veut dire que vous êtes capable de maîtriser votre budget et de calculer facilement des retours d'investissement par exemple sur cette technologie. Voilà pour ce qui est donc de ce webinaire. Ça va être maintenant le moment de répondre à quelques questions. Alors j'ai vu que Margot me remontait une question. Alors bonjour, avez-vous des retours d'expérience ou des expériences sur le tracking des pages AMP via Omniture? Alors Omniture aujourd'hui, ça reste une solution payante et malheureusement elle n'est pas compatible avec AMP. Donc pour le moment, j'ai envie de vous dire, si vous avez Omniture, ça va être un peu compliqué pour vous de bénéficier de ce tracking-là à travers vos pages AMP. Il va falloir trouver une solution de contournement. Alors, est-ce qu'on a une autre question à tout hasard? Ok, bon, a priori, on n'a pas d'autres questions. En tout cas, si vous regardez ce webinaire avec un peu de retard, vous le regardez en VOD et que vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter, donc la mobilerie. On a un site internet, lamobilerie.fr, on est présent bien évidemment sur les réseaux sociaux. On se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et puis, on a hâte de, pourquoi pas, travailler avec vous. Donc ceci clôt notre webinaire. Vous avez mon email ici, si jamais vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous dis à tous au revoir et puis une bonne journée.